Bienvenue sur Radio Mans Opposé, votre chaîne 100% gardien. On continue notre club par club de Ligue 1 pour préparer sereinement la saison 2020-21. Et aujourd'hui, on va du côté de la Fontaine du Crocodile, de la Maison Carrée et des Arènes et du stade des Costières pour évoquer les crocos nîmois. Et pour m'accompagner, il attend impatiemment le retour de ses chers Canets en Ligue 1, c'est Renaud Audier. Salut Nico, salut à tous. Ouais, espérons-le. On espère rapidement. Et pour nous aider à décrypter un petit peu l'évolution des crocos, on accueille avec nous Merlin du 11 de Nîmes. Salut Merlin. Salut Nico, salut Renaud. C'est un plaisir d'être avec vous. Aka Diavoletto, évidemment. Sur Twitter, c'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi le 11 de Nîmes ? Alors en fait, ça part d'une page Facebook créée par deux amis en 2014. Ensuite, je les ai rejoints en 2015. On a eu un site internet, on est présent sur un petit peu tous les réseaux sociaux. Et depuis 2 saisons, on est diffusé en FM pour une émission radio hebdomadaire d'1 heure. Et voilà, on parle de l'actualité de notre point de vue de supporter. Très bien, sur l'actualité de Nîmes. Et sans plus tarder, la compo d'équipe est posée. On va pouvoir passer à l'analyse de ce qui s'est passé la saison précédente avec le coup d'œil au poteau. Le poteau qui sauve Sylvain. Et un petit coup d'œil au poteau, ça permet de savoir où on est placé. Et pour les crocos-nîmois, c'est à la 18e place du championnat, la place du barragiste. Mais vu qu'il n'y avait pas de barrage, c'était la meilleure place. La place du cocu cette saison. C'est ça, la place du cocu, comme tu dis, pour les crocos. Il y a eu également un 8e de finale de Coupe de la Ligue et un 16e de finale de Coupe de France. Comme tu dis, finalement, une place chanceuse à la fin de la saison. Est-ce qu'on peut parler de saison galère pour les Nîmois, Merlin ? Une saison galère à laquelle on s'attendait un petit peu. Il y a eu un mercato assez agité, on va dire. Ça se finit bien, heureusement, mais jusqu'en janvier, on avait vraiment peur de couler en Ligue 2. On rappelle les départs de Bouanga, de Tube. Surtout le départ de Savagnier à Montpellier, qui a fait énormément de mal. Énormément de départs, oui. Il y a eu aussi Alioui, Bobichon. Tous les joueurs cadres, en fait, sont partis. Il y a Bozok aussi qui est parti. Tout à fait, et c'est vrai que toute l'année on a eu Bernard Blacard qui était toujours livide en interview pour éviter de se faire licencier en disant des choses qui seraient motif de licenciement. Du coup, on a continué finalement on a continué avec des Nîmois qui étaient sur un peu la défensive, évidemment, hein, sauf certains matchs où vous aviez le ballon, mais la plupart du temps vous subissiez le jeu, ce qui fait que on a eu en Ligue 1 des gardiens qui se sont mis en valeur, forcément. Voilà, on a Bernardoni qui finit 7e des notes de l'équipe, parce que à chaque fois, je dirais pas que c'était le mieux noté de l'équipe, mais on peut considérer qu'il était évidemment dans les mieux notés. Néanmoins, donc du coup 44 buts pris, 17e défense, 6 clean sheets, ce qui est plus que certaines équipes. Par exemple, Nice n'en a fait que 4, donc c'est quand même un score la moitié du record de 12, et 67% d'arrêts. En revanche, seulement 16e au classement des arrêts. Renaud, comment analyses-tu, toi qui as vu quelques résumés, quelques brides de match de Bernardoni, sa saison par rapport peut-être à la première saison ? Moi, je trouve que globalement, il s'en tire pas mal parce qu'effectivement, comme on l'a dit, Nîmes a pris énormément de buts. Donc, il s'est retrouvé quand même souvent un peu tout seul, même quand il faisait l'arrêt. Sur les seconds ballons, il prenait le but parce qu'il y avait personne pour dégager. Donc, moi, je trouve qu'il s'en tire quand même plutôt pas mal. Comme tu l'as dit, c'est quand même pas mal de faire 6 clean sheets dans une équipe qui est globalement dominée à chaque match. Donc, moi, je trouve que c'est pas mal. Faut quand même se rappeler que Bernardoni, c'est quand même un jeune joueur à la base. Quand on reprend son début de carrière en pro, qui est arrivé à Bordeaux beaucoup trop jeune et qui a été un peu lancé en plein milieu dans un mercato hivernal, ça a été dur.
et qu'il est un petit peu reparti du bon pied, il est reparti de plus bas, mais il monte un peu en puissance et progressivement, il démontre que c'est un bon gardien sur qui on peut compter. Et donc, je trouve que pour lui, c'était néanmoins une bonne saison. Après, dans un contexte, forcément, dans un club difficile qui a joué sa tête jusqu'au bout et qui finalement peut, même si difficile à dire comme ça, mais qui peut remercier d'avoir que le championnat se soit stoppé à ce moment-là pour se maintenir en Ligue 1. Merlin, est-ce que Bernardoni, donc qui a fait là 25 matchs, mais qui a quitté le club pour Angers en fin de saison, peut être fier d'avoir laissé la maison propre avec des Nîmois en Ligue 1? Ah, totalement. Je pense qu'on gardera à Nîmes tous un très bon souvenir de lui. C'était un des chouchous du public, aussi bien pour ses performances que pour son côté Il était très proche du public. C'était quelqu'un qui vraiment humainement apportait, aussi bien dans le vestiaire que dans le stade. Et il a été plus qu'au niveau, puisque les 2 saisons pendant lesquelles il a porté le maillot nîmois, il a été à la hauteur, je trouve. En effet, donc Bernardoni, vous irez voir le podcast sur Angers. On fait la revue complète de sa palette technique, mais c'était surtout dans un contexte de domination, par l'adversaire. C'était beaucoup d'interventions sur la ligne, mais également beaucoup de centres coupés et d'interventions en avant de l'attaquant. De défense de sa zone, en fait. C'est ça. C'est comme on l'a dit, c'est vrai que ça on pourra pas lui enlever. Alors il a quelques défauts et vous irez voir le podcast sur Angers, mais c'est surtout voilà comme tu dis, de défense de sa zone, de pas être seulement sur son but. Et ça c'est important par exemple si on prend par exemple Ochoa qui était à Ajaccio, je trouve que Bernardoni avait plus l'intention d'aller au contact dans sa surface qu'un Ochoa par exemple. Oui, clairement, oui. Oui, clairement, c'est que il a Bernardoni, c'est quelqu'un qui a les principes et qui a compris que il y avait pas seulement de la défense de sa ligne et de son but, mais que parfois il faut défendre sa zone et qu'il faut donc, par exemple, quand on coupe le centre, il faut vraiment se mettre face au ballon, face au jeu et de défendre une nouvelle ligne de but qui part du poteau et que si on a l'occasion d'attraper la balle, on peut couper tout de suite l'action parce qu'on sait que ces centres très proches, pratiquement au niveau des 6 mètres ou juste devant, sont extrêmement dangereux. Donc, si on peut essayer de faire quelque chose, c'est le moment. Et après, les plongeons offensifs, là, c'est autre chose. Ça part autant d'une question de timing que d'une question d'envie d'aller au contact, parce que là, on va vraiment dans les pieds de l'attaquant. On prend des risques, on peut se faire mal, il faut pas avoir peur. Donc, et je trouve qu'à la manière d'un Neuer, par exemple, il avait cette capacité à utiliser sa grande taille. Il n'avait pas peur d'aller au contact de l'adversaire. Ouais, je trouve qu'il utilisait bien son envergure, Bernardoni, pour essayer de couvrir un petit peu au maximum. Alors, j'irais pas jusqu'à dire qu'il fait comme Neuer, parce que c'est quand même un monstre et que pour nous, c'est un exemple sur énormément de choses, mais c'est quelqu'un qui, effectivement, essayait de se servir de son envergure dans les cages, malgré le fait que c'est pas quelqu'un de très massif en termes de gabarit, Bernardoni, mais qui a une belle envergure néanmoins entre ses bras et ses jambes, et donc du coup qui a essayé de s'en servir. Et ça, c'est plutôt pas mal, plutôt une bonne idée même. Et pour un grand gardien, il n'avait pas non plus trop peur d'aller au sol, et ça, c'était quelque chose d'assez impressionnant pour nous supporters. Il est surtout très rapide au fait au sol. Bernardoni, c'est un petit peu une de ses marques de fabrique. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, c'est que des grands gardiens sont très très vifs au sol. Et Bernardoni fait partie de ces gardiens-là, et c'est toujours très précieux dans une équipe d'avoir un gardien comme ça. Et pour compléter, on l'a vu sur le slide, Bernardoni s'est blessé à Lille, donc une belle entorse de la cheville, elle avait bien tourné, 1 mois et demi d'absence, et il a été remplacé pendant 4 matchs, 3 matchs en Ligue 1 par Lucas Dias, qui est donc un jeune gardien de 21 ans et qui s'est plutôt mis en valeur, Merlin. C'est ça, il a encaissé quelques buts, forcément, ça arrive quand on débute, mais il a quand même montré une certaine solidité.
On le voyait très vigilant et sérieux. Pareil, il n'avait pas peur d'aller au contact. Et je trouve que c'est quelque chose de très important pour un gardien. Il a vraiment assuré l'intérim avec sérieux, je trouve. Oui. Et je trouve que, alors surtout, moi, ce qui m'a impressionné, c'est que bien se rendre compte que là, Lucas Dias donc remplace un peu au pied levé Bernardoni, donc c'est son rôle de numéro 2, c'est ce qu'on lui demande, mais c'est pas forcément quelqu'un qui a beaucoup joué. Et très vite, il s'est mis dans le bain. C'est-à-dire que son premier match, c'est contre Amiens, il fait énormément d'arrêts extrêmement importants pour maintenir le match nul. C'est quand même pas rien. Derrière, il fait un peu la même chose face à Reims, qui, je le rappelle, Reims avait démarré en trombe et était une équipe vraiment à craindre. Il a très bien joué son rôle. Ça a été plus dur à Strasbourg, mais il a été un peu abandonné par la défense. Là, il a pris beaucoup de buts, il s'est retrouvé un peu tout seul dans des situations compliquées. Il y a juste une petite erreur sur le coup franc de Liénard. Il a fait c'était un coup franc un petit peu fermé sur la droite. Liénard est gaucher. Il avait placé un mur de 2 joueurs et il a fait un léger pas vers la gauche. Et c'est ce qui l'a un peu condamné et qui ensuite lui a pas permis de faire l'arrêt parce qu'il a plutôt une belle détente. Donc voilà, petite erreur de jeunesse. On l'a senti pas très confiant de savoir s'il allait prendre en direct premier poteau enroulé ou deuxième poteau derrière lui. Il a hésité. Bon, ça arrive. C'est un apprentissage pour plus tard. Tout à fait. Et donc on a eu ces deux gardiens qui ont réussi à garder les Nîmois en Ligue 1 et donc on va pouvoir refermer ce chapitre de la saison 2019-2020 et on va pouvoir se plonger dans la saison 2020-21. Oh oui, Greg, il la sort! Oh oui, m'a opposé Richard. Et on se plonge dans cette saison 2020-21 avec l'effectif gardien nîmois qui a été évidemment un petit peu bouleversé avec l'arrivée de Baptiste René en provenance de Toulouse. Baptiste René, 29 ans, 1m85, qui a signé un contrat jusqu'en 2022. On a également donc toujours Lucas Dias, 21 ans, 1m85, franco-portugais jusqu'en 2022. Et enfin, Amjad Nazi, 18 ans, 1m92, franco-marocain, qui a signé son contrat pro en janvier 2020. Entraîneur des gardiens, on a Sébastien Jiménez et on a le coach qui a changé, donc l'adjoint de Bernard Blacquart, étant donné le départ de Bernard Blacquart, Jérôme Arpinon. Avant d'évoquer les gardiens, on n'est pas sans savoir que si on prend les crocos de la fin de l'été 2018 versus les crocos de l'été 2020, on est quand même dans un changement d'air, Merlin. Oui, complètement, puisque donc la saison de la montée, on avait conservé un peu tous les joueurs. On était sur du joueur très très francophone, voire même carrément que des Français. Là, cette année, on s'ouvre un peu à l'international. On a changé de directeur sportif. On a vu une arrivée d'un joueur en provenance d'Argentine, un joueur en provenance de Norvège, plus René du coup de France. Mais vraiment, on voit qu'il y a un changement un petit peu de stratégie avec des paris venus de l'étranger. Tout à fait. Et ce qu'on allait évoquer, et on peut le parler dans le changement d'air, c'est finalement le transfert de René, alors que vous aviez peut-être la possibilité de garder Bernardoni. C'est ça. Alors en fait, on a eu Bernardoni qui a été prêté 2 fois une saison par Bordeaux. Cette année, on récupère Ben Raoult à Bordeaux pour 1,5 million et c'est un petit peu un braquage. Et ce qui nous fait qu'on le paye peut-être sur le gardien, puisque Bordeaux nous réclame 7,5 millions à peu près, je crois, pour récupérer Bernardoni. Ce que le club n'a pas voulu faire, n'a pas voulu mettre 7,5 millions sur un seul gardien. Et donc, le choix s'est porté sur René, qui arrivait, je crois, quasiment en fin de contrat à Toulouse et qui a été payé moins de 500 000 euros. Tout à fait. Donc on a eu ce choix fort avec René en provenant de Toulouse. Je me tourne vers toi, Renaud. Le premier débat, que peut apporter René à Nîmes ? Normalement,
Rennais, il est censé pouvoir apporter un peu d'expérience, même si c'est quelqu'un qui a explosé un petit peu tardivement au niveau. C'est quelqu'un qui a plusieurs années d'expérience en Ligue 1, donc c'est toujours à prendre pour un club comme Nîmes qui, lui, joue sa peau un peu en Ligue 1 et joue le maintien tous les ans. Néanmoins, j'aimais aussi un bémol sur la saison qui vient de passer à Toulouse, qui a quand même été très 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 compliqué et qui du coup en plus fait que Toulouse descend donc en Ligue 2 avec une saison qui a quand même été très difficile tant pour le club, l'équipe et pour lui-même. Donc moi ce que j'espère c'est que Nîmes peut-être apporte autant à Rennais que Rennais apporte à Nîmes, c'est-à-dire lui apporter un peu de fraîcheur avec une équipe qui a vraiment envie de se maintenir avec une vraie envie, une vraie énergie. Et j'espère que Rennais, lui, peut apporter le meilleur de son niveau, en tout cas pas ce qu'on a vu l'année dernière. Et qu'est-ce qui faisait de plus mal que l'an passé? Ce que je comprends, c'est qu'il avait des problèmes de prise de balle. Alors, il y a des problèmes de prise de balle que moi j'avais notés et que je trouvais sur des ballons un peu anodins. Je trouvais compliqué de ne pas y arriver. Pour moi, ça, à minima, ça transpirait un peu le manque de confiance. Parce que la prise de balle, c'est d'abord de la confiance, c'est un geste technique, mais c'est aussi de la confiance. C'est une des bases, donc ça veut dire que c'est sur quelque chose sur on repose. Si on le sent pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et au final, on l'a vu sur le reste de la saison. J'ai trouvé qu'il était beaucoup plus statique que les années précédentes, alors que Baptiste Rennais, c'est quelqu'un qui est normalement assez mobile, qui est très tonique, et je l'ai trouvé lent. Je l'ai trouvé parfois même pas amorphe, mais sur des actions où il ne bougeait pas, sur des tentatives, des frappes, des buts, alors que normalement c'est toujours quelqu'un qui tente quelque chose pour y aller. Donc j'espère franchement qu'il fera mieux. Moi j'y crois parce que c'est un garçon que j'aime beaucoup. C'est quelqu'un, quand on l'a vu à Dijon, on s'est tous dit qu'il avait un niveau vraiment pour aller dans un club plus élevé. Et je sais pas si aujourd'hui c'est encore possible, mais je pense que c'est quelqu'un qui peut encore démontrer qu'il a un bon niveau. Il a 29 ans, il est pas si vieux. Il est quasiment au maximum de sa force pour un gardien, à peu près au milieu de sa carrière. Il peut le faire. Moi, j'y crois. En effet, comme tu dis, il est à l'apogée de sa carrière. J'avais noté un détail sur Rennais qui est peut-être à corriger. C'est sur les face-à-face. Il a pris plusieurs face-à-face en prenant le ballon sous son pied droit. C'est-à-dire qu'il balance sa jambe droite, et donc forcément, quand tu balances la jambe, tu laisses un espace entre ta jambe. Et donc à chaque fois, l'attaquant, je ne sais pas s'ils avaient vu ça à la vidéo, il plaçait le ballon sous sa jambe droite. Comment il pourrait peut-être corriger ça? Soit peut-être avec des exercices cognitifs. Hein. Bon, je ne suis pas entraîneur des gardiens. Mais... Il y a des plus grands spécialistes peut-être qui regardent cette vidéo, mais on sent peut-être que ne serait-ce que sur cet aspect du jeu, les face-à-face, ce qui arrive encore un peu plus pour une équipe peut-être qui domine, mais c'est aussi important pour une équipe qui se fait dominer, de pouvoir sortir l'arrêt et de ne pas laisser une zone qui est donnée à l'attaquant sur ces face-à-face. Bah oui, totalement. Alors, sur les situations de face-à-face, déjà, généralement, le problème, c'est que si toi, Nico, tu as identifié que le but se fait toujours au même endroit, ça veut dire que ça a aussi bien été identifié par l'adversaire. Et là, ça veut dire que le jeu de Rennais, dans un cas particulier, est stéréotypé. Et là, chez un gardien, on tombe dans quelque chose qu'il ne faut absolument pas. C'est-à-dire que si on réagit toujours de la même manière sur les mêmes actions, c'est trop tard. Ça veut dire qu'on a été repéré. Il faut absolument ne pas se livrer. C'est hyper important sur un duel. C'est le premier truc. On en parle souvent. Ça veut un peu rien dire. Mais en fait, ne pas se livrer, ça veut dire ne pas donner une option à l'attaquant. Il faut pas instantanément, si je me couche au sol et que je me touche toujours du même côté et que c'est toujours la même jambe que je chasse et avec laquelle j'ai plus d'appui et je peux plus faire grand chose, forcément, je vais prendre le but du même côté. Chose que, par exemple, j'ai trouvé super belle de la part de Lucas Dias alors qu'il venait de démarrer. Il a gagné un super duel lors de son premier match dans lequel il joue.
Et ce qui est très important, vous pourrez regarder la vidéo, c'est qu'il se livre absolument pas. C'est-à-dire qu'il est bien sur ses appuis. Il est bien en face du ballon et fait en sorte d'être au milieu du triangle entre lui et la cage et le ballon. Et justement, il donne rien à l'attaquant. Il donne 0. Et c'est pour ça qu'après, c'est à l'attaquant, lui, de trouver une solution. Si on donne la solution à l'attaquant, c'est terminé. C'est terminé. Et là, je pense que Baptiste René, il faut qu'il retravaille ça. Il faut qu'il retravaille d'avoir un petit peu plus de fraîcheur dans son jeu, de pas réagir toujours de la même manière. Et après, au duel, alors là, on va beaucoup plus loin et là, ça demande beaucoup plus de temps. Mais après, c'est d'essayer d'arriver un peu plus d'avoir un peu plus une méthode un peu plus moderne avec le gardien hanté qui permettrait d'avoir un peu plus d'envergure et ça l'aiderait. Ça l'aiderait. Ça prend du temps à se former à ça. C'est quelque chose, généralement, on est formé plus jeune. C'est plus dur pour un gardien qui est déjà formé, mais néanmoins, c'est quelque chose qu'il faut faire et je pense qu'il pourrait lui être utile. Tout à fait. On a ce point technique. Toi, qu'est-ce que tu attends de Baptiste René Merlin à Nîmes? Alors moi, pour ma part, je suis quelqu'un qui est très optimiste pour son arrivée. Je trouve que c'est un joueur qui, comme le disait Renaud, qui a une très grosse expérience de la Ligue 1. J'ai le souvenir du Baptiste René de Dijon, personnellement, qui était très bon sur sa ligne, qui était capable de sortir des claquettes impressionnantes. Et j'attends de lui, avec le remaniement défensif qui arrive à Nîmes cette saison, un gardien solide et que cette défense soit enfin capable d'arrêter d'encaisser autant de buts parce que on sait que l'année dernière on encaissait beaucoup de buts, les saisons précédentes aussi, c'était le style Blackart, qui était plutôt porté vers l'attaque que le jeu défensif. Et voilà, j'espère qu'on aura enfin une saison où on encaissera moins de buts. Ok, donc on a cette volonté d'encaisser moins de buts. Après, dans le vestiaire, on a un homme de 30 ans qui arrive par rapport à une personne par rapport à un gardien numéro 1 de 23 ans. Est-ce qu'il pourrait aussi être alors, Bernard Denis était, je pense, déjà un leader, mais peut-être faire figure d'ancien dans ce vestiaire? Alors, je pense que déjà Bernardoni, avec ses 2 ans, pour revenir à Bernardoni, avec ses 2 ans à Nîmes et sa maturité, il avait déjà cette énergie et ce leadership d'un gars de 30 ans. Il avait René, surtout la tête. Il avait surtout la tête d'un gars de 30 ans, quoi. Ça, c'est, hein. les cheveux. Physiquement, il ressemblait quand même pas à un jeune de 23 ans. Mais René, ouais, je pense que c'est quelqu'un qui peut. Et je pense, si je me trompe pas, c'est celui qui a de très loin le plus de nombre de matchs en Ligue 1. Donc, il peut apporter ce côté rassurant pour l'ensemble de l'équipe. Et il a été capitaine à Dijon et à Toulouse. Donc, c'est quelqu'un, je pense, qui sait s'exprimer et faire passer un message auprès des joueurs. Et il aura à cœur également c'est ce qu'on évoquait au tout début de cette question, il aura à cœur de redorer un peu son blason, parce que donc on a ses stats, on a 58 buts encaissés, on a 59% d'arrêt, on a à chaque fois 19e ou 20e des stats de gardien de but de l'an passé, et on a également aussi une image un petit peu écornée, notamment avec l'arrivée de Kalinic à Toulouse qui a été mal digérée par René au point de pas être dans le groupe de Lyon, du match face à Lyon. Donc c'est vrai qu'on a quand même, je dirais pas comme Mandanda il y a 2 ans parce que c'est un autre stade, mais on s'attend à peut-être un nouveau Baptiste René à Nîmes. C'est ça, en fait. Il y a au-delà il y a eu pas mal de problèmes extra-sportifs, je crois. Il y a le contexte toulousain a fait beaucoup dans la mauvaise saison de René. J'espère que son hygiène de vie, ses blessures sont derrière lui et qu'il va pouvoir à Nîmes retrouver un cadre de travail adapté et vraiment son niveau qu'on a connu par le passé.
Pour que, parce que voilà, son objectif, c'est de rester en Ligue 1 et soit de s'inscrire dans la durée à Nîmes. En plus, il reste en Ligue 1 et puis voilà, continuer sa carrière dans l'élite. Très bien pour Baptiste René. Mais il y a une question qui se pose maintenant avec les belles prestations de Dias de l'an passé. Faut-il faire jouer la concurrence avec Dias? Pourquoi? Parce que si on reprend rapidement les gardiens, on a un gardien de 21 ans, Lucas Dias, qui a été plutôt bon lorsqu'on a fait appel à lui l'an passé. Est-ce que toi, tu penses, Merlin, qu'on peut faire jouer cette concurrence et dans quelle mesure? Alors, Dias, donc, comme tu as dit, il a déjà 21 ans. Il s'entraîne avec les pros depuis 2016-2017. Donc, il est jeune, c'est vrai, mais c'est quelqu'un qui, je pense, va commencer à s'impatienter s'il ne joue pas plus. Après, on avait reçu le coach Blacard dans le 11 de Nîmes, justement, sur une émission de radio, où il nous disait que pour être numéro 1, c'était pas encore le moment pour Lucas Dias, mais que le mettre en concurrence et voir pour une saison suivante en tant que titulaire, c'était quelque chose de tout à fait envisageable. Et il travaille dans ce sens-là, je pense, Dias. En effet, d'accord. Donc finalement, ça serait presque une saison charnière pour lui. C'est ça, et ce serait plutôt une saison qui se passerait, je pense, à l'entraînement pour lui, mais de montrer qu'il a les capacités pour s'imposer. Très bien. Ok, donc on a cette perspective pour Lucas Dias. Alors malheureusement, et on l'évoque pour tous les gardiens, il y a une compétition en moins cette année, celle de la Coupe de la Ligue, qui donne généralement 2 ou 3 matchs quand ça se passe bien pour les clubs. Et c'est vrai que ce sera peut-être du coup en Coupe de France, du moins pour les premiers tours. Ok pour Lucas Dias. On doit juste également dire un petit mot du jeune Amjad Nazi. Toi, ce que je comprends, Merlin, c'est que c'est un jeune gardien qui a notamment fait la Coupe du Monde U17 au Brésil. C'est ça. Alors, il était remplaçant, mais il était sélectionné avec l'équipe de France pour la Coupe du Monde au Brésil des U17, où la France finit 3e en demi-finale. Il est apparemment pisté par des clubs étrangers. C'est un joueur qui est très grand. Il a un physique qui me fait un petit peu penser à Dida, aussi bien au niveau de la tête c'est vrai. La taille. Et donc, il est au club depuis 2017. Il est très jeune, mais il est déjà, je pense, dans le rétroviseur de Dias pour un poste de numéro 2. Ok, d'accord. Okay. Donc en effet, Dias est un petit peu pris dans les taux entre un numéro 1 qui vient d'arriver et un numéro 3 qui tape à la porte. Ok pour les gardiens. Et maintenant, avant de passer à la conclusion, toi, tu verrais quelle défense pour les Crocos cette saison? Alors, pour la défense, c'est là, je pense, le point où le club a le plus travaillé cette saison, avec une vraie réorganisation pour plus de solidité. Donc, a priori, ce qui se profile, ce serait d'avoir une charnière centrale Briançon-Landre. Donc, Landre qui a fait une très bonne fin de saison, qui viendrait prendre la place de Martinez. Ensuite, on a recruté un arrière gauche, Melling, qui est un international norvégien. Et en arrière droit, on aurait la concurrence entre Renaud Ripart et Sofiane Alacouche. Sofiane Alacouche a été un petit peu en baisse de régime cette saison. Donc, ce serait a priori plutôt Ripart qui descendrait d'un cran pour être arrière droit. Je valide tous les Renault, moi.
Tous les Renault dans le football, c'est les meilleurs pour moi. On n'est pas beaucoup, donc moi, c'est au max. Et Renaud Ripart qui est en concurrence pour le poste d'attaquant, de numéro 10, de milieu droit et de arrière droit. Et voilà, il est poste de gardien, il est en concurrence pour ouais, il est oui, mais t'es peut-être numéro 4 en gardien, on va peut-être vérifier. Renaud Ripart, j'adore ce joueur également. Il est génial. Très bien, le matador, Renaud Ripart. En arrière gauche, Miguel passerait plutôt en défenseur central, en remplaçant défenseur central a priori. D'accord. Adapté à son poste. Ok, donc très bien pour la défense nîmoise. Donc on comprend que peut-être la doublette Martinez-Briançon serait remaniée. On va pouvoir conclure cette émission avec la petite tradition de la main ferme. Messieurs, vous avez 30 secondes pour évoquer votre vision des Nîmois pour cette saison et également donc à quelle place ils seront dans le classement. Et surtout, la vision des gardiens, comment vous voyez cette saison pour nos gardiens. On commence par toi, Merlin. Alors, par moi, je suis quelqu'un de très optimiste et de très supporter par nature. Je pense que si on arrive à recruter un numéro 9 supplémentaire, on peut très bien aller chercher une 6e ou 5e place qualificative pour la Coupe d'Europe. Après, je me contenterai du maintien. Si je dois être objectif, je serais très heureux d'un maintien. Mais je pense que cette saison, on peut aller un petit peu plus haut et que René peut revenir à son niveau de Dijon. Très bien. Eh ben, les gros titres demain dans la presse, Nîmes joue l'Europe. C'est grâce à toi. À ton tour, Renaud. Alors moi je vois pour Nîmes de ce que j'ai vu, ça a été quand même ça a été pas mal remanié et on est, comme on l'a évoqué, c'était un peu la fin d'un cycle avec Blacard, donc faut voir ce que ça donne. Moi je souhaite aux Nîmois déjà de se maintenir. Je pense que ce sera déjà pas aussi simple. Mais moi surtout ce que j'espère, c'est vraiment que René fasse une grosse saison, qu'il prouve que c'est toujours un bon gardien, qu'il prouve qu'il a les tripes, qu'il a le talent. Et moi, vraiment, je lui souhaite à fond de le faire à Nîmes. Je le souhaite et vraiment avec tout le respect que j'ai pour les fans toulousains, mais de le faire dans un vrai stade bouillant, avec une grosse ambiance, avec des fans qui seront derrière lui à fond pour le pousser dans les moments difficiles quand il va falloir défendre et qu'il va falloir prendre frappe sur frappe. Donc voilà, moi, c'est ce que je souhaite pour Nîmes et pour René. En effet, des costières bouillants pour l'arrivée de René. Merci Renaud, merci Merlin pour ce bel épisode sur les Crocos nîmois. C'était l'épisode du Club par Club de Ligue 1 de Radio Mans Opposé consacré à leurs gardiens. N'hésitez pas à réagir si vous avez un autre point de vue que celui de Merlin, si vous pensez que vous jouez la Ligue des Champions à Nîmes également. N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Tous les avis peuvent être exprimés. Aimez également l'épisode s'il vous a plu. Pensez également à écouter les épisodes précédents et à suivre la sortie des suivants dans les prochains jours en vous abonnant à la chaîne. Merci de nous avoir suivis et en attendant, nous vous souhaitons d'aller la chercher Mans Opposé. Salut à tous. Salut à tous.